Hey Mathieu, merci d'accorder ton temps au Planning Pastel une nouvelle fois. On est ravis de te retrouver à notre micro. Aujourd'hui, on est 100% sur ton terrain, vu qu'on va parler d'un film, que dis-je, d'une trilogie qui a marqué plus d'une génération. On va parler du Parrain. Or, tu t'y connais très bien en matière de films, puisque tu as toi-même ouvert une chaîne YouTube à ce propos. Je te laisse en parler si tu le souhaites. Et bah, du coup, déjà merci pour l'accueil sur la deuxième émission. Bon, la première, on parlait d'un sujet un peu plus compliqué. Là, c'est tranquille, on va parler d'une de mes trilogies préférées, à savoir, Le Parrain. Donc du coup, moi, j'ai ouvert ma chaîne il y a peu de temps et les premières vidéos vont sortir, dans la semaine ou dans la semaine qui va arriver, qui s'appelle Across the Cinema et qui, en fait, va permettre de parler de films que j'ai aimés durant la semaine parce que je vois tout ce qui sort à l'affiche. Donc du coup, je vais faire, 2 systèmes de vidéos. La première où je vais vraiment parler d'un film qui m'a marqué et ensuite ce sera tous les autres films que j'aurais vus et également, des petits points d'actualité, sur tout ce qui est, bah, les grèves, qu'il y avait à l'époque, là, il y avait beaucoup de cérémonies, et le box office notamment, donc ce qui a marché, ce qui a pas marché et cetera. Eh ben super, on a hâte de voir ça. En tout cas, on te soutiendra et très impressionné que tu vois chaque film toutes les semaines, puisque j'arrive même pas à tenir 2 heures. Bref, pour faire semblant de m'y connaître, je vais raconter ce que je sais du Parrain. Donc, Le Parrain, c'est la trilogie emblématique de la fin du XXe siècle, réalisée par Francis Ford Coppola. Et chose que je ne savais pas, le film est inspiré d'un livre écrit par Mario Puzo, et qui a à ses débuts été détesté notamment par la diaspora italienne aux États-Unis, qui trouvaient qu'elle renvoyait une mauvaise image de leur communauté, et on va vraiment pas dire le contraire. Le premier film sort en 1972 et est immédiatement salué par la critique pour son scénario et son casting talentueux, composé notamment de Marlon Brando, mon chouchou, et Al Pacino. Et encore aujourd'hui, Le Parrain est considéré comme l'une des plus grandes sagas cinématographiques. Petit moment gossip, d'ailleurs, ça va être le seul peut-être. Pour tourner le film, toute l'équipe a dû négocier avec la véritable mafia italienne à New York et ont même donné un rôle à l'un des mafieux. Je voulais choisir lequel c'était. Est-ce que tu le savais? Ah oui Eh bah oui. et je peux même dire mieux que ça, c'est que quand ils ont parlé avec cette fameuse mafia en question, Coppola était terrorisé. Quand il a vu le groupe arriver devant lui, il a limite, demandé de ne pas réaliser le film et de plus le faire parce qu'il avait trop peur de ça. Donc du coup, quand il a dû donner le rôle à un des mafieux en question, et ben, il était vraiment pas bien et du coup, on le voit dans les crédits à la fin où c'est marqué entre parenthèses qui est la personne en question. Donc ça me fait un peu rire, sur le crédit en tout cas du premier. Donc voilà, allez regarder le film et on comprend, Fabrice, nous, Francis, oui, Francis Ford, on aurait, on aurait préféré faire un film sur les pandas au lieu de rencontrer les gens de la mafia. Bref, passons aux questions. Alors, tout d'abord, est-ce que je pourrais te laisser la lourde responsabilité de résumer l'histoire de ces 3 films? Attention, on risque de spoiler un petit peu, évidemment. Alors moi, je vais tout faire pour pas spoiler parce que même si c'est des vieux films et que ça fait, bah, ils ont fêté leurs 50 ans il y a 1 ou 2 ans. Il y a 2 ans, ils ont fêté leurs 50 ans. Avec d'ailleurs, ils ont sorti des éditions qui sont magnifiques. Si jamais vous avez l'occasion, il faut absolument les prendre parce qu'elles sont très très belles. Donc du coup, je vais essayer de ne pas spoiler du tout. Donc le premier film est sorti en 72 et en fait, on va suivre toute cette histoire de la famille de Don Vito Corleone. Donc c'est vraiment un puissant chef de la mafia italo-américaine à New York. Et donc du coup, c'est un petit peu compliqué parce que là, on va suivre tous les traits de cette famille qui, a des gros soucis, et des très grosses affaires qui leur pendent au nez et en fait, on va être entraîné dans un monde où, la mafia, elle prend un peu plus le contrôle, des entreprises et on va aussi découvrir que du coup, ça va devenir les nouveaux parrains. 2 ans après, Coppola décide de faire une suite au film alors qu'à la base, il voulait pas forcément la faire. Et donc du coup, cette suite en 74 va se baser et ça va être une sorte de préquel sur le premier film. Et du coup, on va nous montrer un Corleone, dans les années 50. Et on va aussi suivre du coup l'histoire de son père, dans les années 1910. Et le film explore les parallèles entre les 2 histoires, mettant en évidence les choix difficiles et les sacrifices nécessaires pour maintenir le pouvoir, et la stabilité dans le monde de la mafia. Donc c'est un en fait, le film va être assez différent dans son approche. On va essayer d'avoir des couleurs différentes parce que du coup, il va se détacher de la moitié de l'équipe qu'il a vue avant, dans tout ce qui est photographie, dans tout ce qui est même scénario, parce qu'il coproduisait avec quelqu'un d'autre et là, il le produit tout seul. Donc du coup, c'était un peu plus différent. Et ensuite, l'autre film qui sort pratiquement, qui sort 16 ans après,
Donc c'est un assez gros décalage et dans ce troisième film, on va suivre, Michael Corleone du coup qui va tenter de se retirer de ses activités criminelles et de légitimer son empire en s'impliquant dans les affaires légales et caritatives. Alors il va être assez différent aussi parce que du coup tout son passé va lui rattraper, il va essayer de s'en sortir, mais on sait que c'est un chemin tellement vicieux et qu'on peut pas se sortir de ce genre de choses. Un petit peu comme dans Breaking Bad avec Walter White qui essaie de s'en sortir et bon, on connaît la suite. Mais c'est très compliqué et le film a été dur à créer parce que c'est pareil, ils voulaient absolument pas le faire et bah, pour l'argent, ils ont décidé de le ressortir et donc du coup, ça a donné, ce troisième film, où je donnerai mon avis plus tard sur les 3 mais où, j'ai un petit peu plus de mal là-dessus. Il est un petit peu compliqué et du coup, les 3 films du Parrain, ils abordent pas mal de choses. Sachant que bon, Michael Corleone nous fait le coup 3 fois de nous dire: «Non, mais je vais quitter la mafia, t'inquiète» et il la quitte jamais, donc bon, stop les conneries. Bref, en dehors du côté criminalité et famille de mafieux, est-ce que d'autres thèmes qui te semblent intéressants sont abordés dans les films? Alors il y en a énormément. Pour le coup, donc les plus connus, c'est la famille avec le fait que, bah, Corleone, enfin la famille Corleone, elle est littéralement au cœur de l'intrigue, donc du coup on peut pas mieux faire et ça met en scène tous les liens familiaux, les tensions qu'il va y avoir entre ces familles parce que du coup on va apprendre différentes choses avec, bah, certaines personnes de la famille qui vont essayer de s'entretuer pour récupérer, des parts d'argent, d'entreprises, enfin c'est assez compliqué. Il y a énormément de pouvoir et de corruption parce que, bah, c'est un peu aussi le but du film, enfin des films. Ils vont explorer les luttes pour le pouvoir au sein de la famille Corleone et dans ce monde de la mafia et aussi les conséquences que la corruption va avoir sur les individus et la société parce que la société est aussi une thématique qui est très présente dedans. On va essayer de voir un New York qui va être un petit peu cassé et qui va devoir se gérer par rapport à cette mafia donc c'est un peu dur. Tout un côté tradition surtout et tradition et changement avec des tensions qui vont, monter suivant des anciennes traditions siciliennes et nouveaux défis avec le temps moderne parce que du coup on va essayer d'affilier ce qui se passait en 1910 et ce qui se passe de nos jours, enfin en tout cas du jour où le film sort et donc du coup on va essayer de confronter, le changement parce que c'est quelque chose qui peut être assez compliqué, au niveau de la mafia notamment. Et on l'avait vu dans beaucoup d'autres séries. Il y en a une qui est magistrale là-dessus, c'est les Peaky Blinders et où, on le sent, plus ça avance, plus ils en parlent avec, bah, les nouveaux systèmes d'armement, les nouveaux systèmes de déplacement, toutes les grosses mafias qui reviennent. Il y a littéralement une saison où c'est la mafia italienne qui se déplace Elle est et où toujours là. on a des conflits, enfin, elle sera tout le temps là. Sur les autres thématiques, il y a la loyauté et la trahison, parce que du coup les personnages font constamment face à des dilemmes moraux concernant leur loyauté envers la famille et les conséquences de la trahison. Parce que la famille en Italie, c'est très cliché, mais c'est quelque chose de très important et notamment, dans la mafia. Donc du coup, c'est assez compliqué. Il y a bien sûr la thématique de la violence et de ses conséquences, parce que, ben, c'est un film sur la mafia, donc on peut pas passer à côté de la violence. Et d'ailleurs, je raconterai une petite anecdote là-dessus après, mais Coppola a tout fait pour qu'on ne voit moins de violence que ce qui devait être par rapport au livre. Et donc du coup, c'était assez, rigolo quand il a dû, monter sur scène et expliquer à Al Pacino et j'ai oublié le nom de Et Marlon et Brando. Marlon Brando, que, bah, il allait essayer de mettre le moins de violence possible. Ils se sont un peu foutus de sa gueule au départ, mais bon, c'était toujours sympa. Sachant Après on a tout un côté, pouvoir et religion, parce que la religion en Italie à cette époque, c'est la chose la plus importante. Ils pensaient tous, faire foi et parler au nom de Dieu. Donc à chaque fois qu'ils impliquaient quelque chose et qu'ils faisaient, des choses, c'était des offrandes, une sorte d'offrande. On parle aussi d'immigration et d'identité culturelle. Les origines du coup siciliennes des personnages qui vont immigrer de l'Italie à New York, ça se ressent et on le sent beaucoup, notamment sur les influences de leurs identités et les interactions face aux sociétés américaines qui sont très différentes de celles en Italie. L'amour et le sacrifice, les relations amoureuses et les sacrifices personnels qui sont explorés à travers les personnages, surtout celui de Michael, et la relation qu'il a avec sa femme, Kay. Et on a tout un point sur la justice, et l'injustice parce que les films vont soulever des questions de nature, par rapport à la justice et la légitimité dans le monde où la loi est souvent ignorée et profite au pouvoir et à l'argent. Parce que, ben, la loi, elle est très facilement corruptible et surtout la peur qu'on peut émettre là-dessus fait que ça peut être sympathique ou non et la dernière thématique que je vais expliquer, c'est la vengeance et le pardon.
parce que les motifs, que les personnages enfin les personnages sont souvent motivés par le désir de vengeance. Quand on parle de mafia, on va essayer de parler de gangs qui vont être, rivaux et qui vont essayer de venger, bah, la mort de quelqu'un, le viol sur une femme qui vient d'une famille où c'est assez compliqué et du coup, il y a tout un désir de vengeance et du coup, oui, la thématique majeure, c'est la famille, mais il y a toutes les autres thématiques que j'ai mises en place qui sont extrêmement importantes, notamment sur les 2 premiers films. D'accord, et en parlant de la famille, il est certain que la vision du film, donc rappelons-le des années 70, n'est pas une vision de la famille qu'on peut avoir aujourd'hui, mais elle prend énormément de place comme tu l'as rappelé, notamment au travers de la vengeance. Du coup, il y a la fameuse scène avec le frère et cetera que je ne vais pas raconter. Qui est très glauque. Qui est très glauque, mais est-ce que c'est vraiment différent des représentations familiales des autres films de cette époque ou est-ce que c'est assez similaire? Alors ça l'est totalement parce que c'est un peu du renouveau total. C'est-à-dire qu'à cette époque, donc on est en 72, il décide de créer son film et en fait, il y a une des inspirations que personne n'aurait pensé, c'est qu'il s'est inspiré de Roméo et Juliette. Il s'est inspiré d'un des livres de Shakespeare les plus connus parce que du coup, il prenait le schéma de une famille qui confronte une autre, donc à Vérone avec euh, les, Les les Capucins et les Capucins et les Montaigu? Montaigu, voilà, et où du coup, ça a été son inspiration phare et en mettant du coup dedans de la mafia parce qu'à cette époque en Italie, c'était la chose qui existait le plus et qui était le plus dangereux. On avait plus peur de la mafia italienne que de tout ce qu'il y avait aux alentours, notamment la mafia sicilienne. Donc bien sûr, c'était quelque chose d'assez compliqué et c'était quoi du coup après la suite de la question? Bah, c'était si c'était, assez Ah oui, représentatif, de la vision qu'on avait de la famille à cette époque. oui et du coup, sur cette époque, alors si on se passe que de l'Italie, oui. D'accord. Parce que, c'était, des systèmes où il y avait beaucoup d'unité et de solidarité, même si c'est toujours de la criminalité. Ça là-dessus, on pouvait pas le changer. Il y a aussi beaucoup de loyauté et d'obéissance. Dans cette famille avec, Corleone, il y a l'une des scènes les plus majeures, que tout le monde connaît, avec le thème du film qui apparaît à ce moment-là et tout, où, ils sont tous autour de ce père, et tout le monde l'idolâtre et on sent vraiment que c'est le schéma du père-fils, même si, bah, on pourrait se dire de nos jours que ce n'est plus quelque chose qui existe vraiment et on a toujours ce système de loyauté et d'obéissance, mais bah, on essaie de confronter pour donner nos points de vue, pour se démarquer. À l'époque, on faisait ça, ils prenaient une balle, hein. On fait absolument pas ce genre de choses. Et il y a surtout les transmissions des valeurs et des traditions, parce que du coup, le père va essayer de transmettre des choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ça dépend des points de vue, et Oh, puis les là, stress c'est vitaux, romancé. bon. Voilà, mais du coup, il y a tout le système de, bah, les films, ils vont montrer comment la valeur et les traditions de la famille Corleone sont transmises de génération en génération. Donc c'est des schémas de famille qu'on pourrait avoir d'un petit peu différentes. On peut aussi parler des sacrifices qui vont être mis en place, surtout dans le deuxième film. C'est tout le système de famille est très bien représenté pour l'époque, surtout si on parle de la mafia. Après, si on parle des familles plus modernes, non, pas du tout Oui, et c'est très, c'est pas moral du tout. oui, c'est sûr la criminalité, c'est pas ouf, n'y allez pas, mais j'y pense en t'écoutant, mais le parrain et la vision qu'il a de la famille, c'est vraiment très royaliste finalement. Tu C'est ceux qui très vont mourir royaliste. pour le roi et Bien sûr. le roi qui prépare sa succession finalement. Il est le big boss et en dessous, il y a, bah, limite ses serviteurs et Mmh. c'est même encore plus drôle de se dire que, bah, ça pourrait potentiellement marcher dans une entreprise Mmh. et en fait, là, c'est vraiment ce schéma-là. C'est qu'ils ont pas le schéma d'une famille. Ils ont pas le côté où ils peuvent se c'est une entreprise. Oui, et puis même, il y a pas d'opposition qui est possible au chef, hein, donc Exactement. il y a Michael, il me semble, qui part et donc du coup, Oui. c'est le seul qui a réussi à s'en sortir au début, mais les autres filles ont pas le droit au chapitre, pas voix au chapitre, pardon. Et donc tout à l'heure, tu parlais, de beaucoup de séries qui, reprennent un petit peu ce schéma de la criminalité qui est, légitimé ou pas, voilà, telles que Peaky Blinders ou encore, Breaking Bad. Et est-ce que tu dirais que Le Parrain a une véritable influence sur les films de gangsters ou est-ce une trilogie inimitable? Oui, bien sûr, le parrain, il a une influence majeure. Alors, je l'avais plus basé sans prendre d'exemples, mais il y a énormément d'exemples qui viennent en tête. Scarface, la majeure partie des films de Scorsese où il parle de mafia, c'est très fortement inspiré. Et en série, on a bah, du coup Peaky Blinders. Breaking Bad, c'est plus dans l'approche du... On va avoir un héros. On ne l'appelle pas vraiment héros parce que vu ce qu'ils font, c'est compliqué, mais du coup, ce personnage principal-là, qui va, même en essayant de s'en sortir un maximum, se rendre compte que tous ces schémas de drogue, de mafia, c'est quelque chose qu'il va aimer en fait. Le personnage d'Eisenberg va plus prendre le dessus que celui de Walter White, et donc du coup ça va donner l'un des plus gros barons de la drogue qui ait jamais existé dans cette série. Dans les autres séries, il y aurait les Sopranos aussi qu'on pourrait mettre en place. Il y a vraiment beaucoup d'exemples, mais du coup là où je vais plus en parler, c'est
dans le système, par exemple, de style et visuel, tout ce qui est visuel, narratif, Le Parrain, il a introduit un style visuel et narratif qui est assez distinct et qui est devenu emblématique sur ce genre de film et du coup, sur les films de gangsters. On a la réalisation de Coppola qui va utiliser des beaux éclairages, ce qui à l'époque n'était pas forcément le cas parce que on n'a pas vraiment le matériel pour. Mais lui, c'était quelque chose qui était très important et on le ressent notamment dans les scènes quand ils sont dans les bureaux où on voit cet homme qui est assis avec une très grosse prestance et pour nous montrer sa noirceur, on voit pratiquement rien derrière lui. C'est vraiment un bureau noir et lui, il est très bien habillé avec sa petite fleur, avec ils ont besoin toujours d'idolâtrer les méchants et ça, c'est un truc que l'humain, aime beaucoup, c'est d'aimer les méchants et on n'arrive pas à comprendre pourquoi. On prend des exemples connus, par exemple, sur les super-héros, mais le Joker, tout le monde adore le Joker, tout le monde idolâtre le Joker. Le Joker est un personnage détestable et qu'on ne doit pas. C'est pas ça qu'on aime chez les méchants finalement. Mais si, bien Le sûr. fait qu'ils démontrent la folie humaine. Exactement, mais parce qu'en fait, on sait que nous, c'est des interdits et qu'on n'ira pas jusque-là, et donc on aime se les représenter, on aime les voir. L'un de mes personnages préférés et où j'adore, c'est Thanos. C'est l'un des personnages les plus immoraux qui existent. Mais par contre, son schéma de pensée, il y a des moments où limite je me suis dit, en fait, il a pas tout à fait tort. Alors que c'est horrible, hein, le mec veut détruire la moitié de l'humanité, mais Oui, pour que la deuxième puisse prospérer. Et c'est en ça que j'adore les méchants et que j'aime comprendre les méchants, c'est parce qu'ils ont toujours un côté assez important derrière. Et on va s'en rendre compte sur beaucoup de choses. Alors on a les très gros méchants qui eux ne changeront pas et où c'est des caricatures absolues. On a Voldemort, on a l'empereur dans Star Wars. Mais par contre, sous les sous-méchants, si on prend Star Wars, on va avoir Dark Vador qui, lui, est méchant, mais sans vraiment l'être. Parce qu'il n'a pas forcément le choix, qu'il avait peur, qu'il voulait sauver du coup sa femme. En fait, les méchants sont tellement d'une complexité folle que limite sont plus intéressants que le personnage principal, qui lui va être plus compliqué à suivre. Et dans le parrain, en fait, ils sont tous immoraux. oui. Il y en a pas un seul à garder, mais on adore Corleone parce que, Ah mais oui. c'est l'un des personnages les plus charismatiques qu'on verra de notre vie, Qui au oserait lui cinéma manquer de respect et qui finalement? oserait lui manquer de respect et il va y avoir plein de choses comme ça. Il y aura aussi, tout ce qui est personnage parce que du coup, c'est logique, mais beaucoup de personnages vont s'inspirer de Corleone et on aura des approches où, il va falloir montrer la peur, va falloir, inspirer cette peur en permanence. Et tout le côté criminel. Dans les autres points aussi, il y a l'étude des relations de la famille. C'est quelque chose qui est très rarement montré au cinéma à cette époque-là. Non pas parce qu'on veut pas le montrer, mais parce qu'en fait, on pense que c'est pas intéressant. Et à partir du moment où c'est basé sur un système de criminalité et de famille, et du coup, ce dynamisme de famille, il va avoir un rôle majeur au sein d'une criminalité. Et on peut prendre un exemple, par exemple, c'est pour Reservoir Dogs, le tout premier film de Tarantino, où c'est pas une famille, mais en fait, ils vont agir comme s'ils l'étaient. Et même si ça se passe sur un huis clos dans un entrepôt où ils vont essayer de gérer des problèmes qu'ils ont eu au sein, on le sent. Il y a toujours ce système de hiérarchie qui va être cassé en permanence parce que tout le monde pense être le plus haut, alors que pas du tout. Mais par contre, ils vont être assez unis. Au début et après, ça va merder. Mais par contre, il faut qu'ils le montrent. Après, ce qui est intéressant aussi avec le parrain, enfin, j'en sais rien, je te pose finalement la question, c'est que ça reste une famille, donc c'est un huis clos là aussi. C'est, enfin, toute la trahison et enfin tout le drame de New York, c'est le drame de la famille Corleone. Oui, bien sûr. En fait, le huis clos, ce serait New York. Mais le souci, c'est que, en fait, c'est si on se base que sur un film. Mmh. Mais vu que là, Oui, on parle sur une on parle de la trilogie, on trilogie. peut pas forcément baser sur un huis clos à 100. Mais par contre, oui, le premier, on sait que la majeure partie des scènes qu'on va voir, ça va être ces scènes dans ce bureau qui marquent. Parce que du coup, on se dit, mais comment c'est possible qu'en 72, on puisse mettre en place un système où ton film va durer quand même 2h48, donc c'est long à tenir 2h48 pour un film. Et surtout, on va nous parler que d'un endroit précis. Et il arrive à le faire magistralement parce qu'à chaque fois, il a des tournures de caméra qui font et des dialogues. C'est surtout le gros point fort du film, c'est ses dialogues. Parce que les acteurs les jouent à brio, mais il faut que derrière ça suive. Et les dialogues sont fous. Et, et sur les autres influences, et la plus grosse, ça va être l'influence pour les futurs réalisateurs. Parce que du coup, j'en citais pas mal, mais sur les autres listes, on peut avoir tous les films de Scorsese, comme j'expliquais, Les Affranchis, Gang of New York, mais il y a aussi Brian De Palma, qui va avoir certaines influences, surtout sur les styles que le film va mettre en place. Et quand on verra par la suite Phantom of the Paradise, ce genre de choses, on va la sentir, même si c'est une comédie musicale et que ce sera différent, cet aspect où les couleurs vont un petit peu être, enfin, vont essayer d'être au plus proche possible, vont ressembler parce qu'il adorait cette espèce de chaleur qui dégageait de ce film. Et du même niveau, quand il réalise Palma, le premier Mission Impossible,
il va y avoir des grosses influences là-dessus avec, bah, du coup, l'inverse, mais cet agent qui va essayer de démanteler tous ces systèmes de cartel et du coup, lui, il va prendre un prisme différent, c'est que il va montrer l'opposé des couleurs que, Ah oui. Coppola mettait en place et donc du coup, c'est super intéressant à suivre. Donc tout à l'heure, tu expliquais que Francis Ford Coppola avait exprimé à ses acteurs qu'il voulait moins de violence que ce qui était exprimé dans le livre. Hem, Or, la critique principale qui a été faite contre le livre de Puzo, c'était qu'il représentait mal la communauté italienne, italiano-américaine plutôt. Et est-ce que Le Parrain n'a pas pu créer une ambiance, sinon de discrimination, au moins de crispation autour de la communauté italienne, aux États-Unis? Alors oui, il faut reconnaître que du coup, il y a certaines critiques qui ont soulevé cette préoccupation, parce que la question, en fait, elle est de savoir si le film, il constitue une discrimination envers cette communauté et elle est sujette à interprétation ou à autre débat. Et du coup, je l'ai listé sur plusieurs points qui me semblaient un peu essentiels avec, bien entendu, il y a des stéréotypes et des représentations négatives parce que bah, là, on va vraiment être dans le cliché absolu de l'italien qui va avoir des très gros gestes avec ses mains en permanence, qui va avoir cette espèce d'accent qui va être très prononcé et on le sent quand Corleone il parle, on sait que c'est pas sa façon naturelle de parler et qu'il est obligé de le mettre encore plus en place. Mais en même temps, on sait qu'on parle de cette famille en question. Donc il faut qu'on puisse avoir cette espèce de «cliché» entre guillemets parce Mmh. qu'il va falloir qu'on suive l'évolution pendant les 2h50 du mafieux italien qui va essayer de devenir mafieux new-yorkais et qui va essayer d'implanter sa mafia italienne dans New York. Donc du coup, il faut qu'il garde cet aspect et cette image de personnage, italien. On a aussi, bah, par exemple, comme j'ai expliqué, la complexité des personnages parce que d'un autre côté, le film Le Parrain, il représente une gamme complexe de personnages italo-américaines et en fait, à cette époque-là, quand les films italiens sortent, alors j'aurais plus les noms en question, Oui. j'avais regardé tout à l'heure, mais j'aurais plus les noms, mais il y avait beaucoup de films qui aimaient ce genre de choses et en fait, dès qu'on montrait des films italiens, c'était soit pour nous montrer des films sur, bah, l'après-guerre Mussolini et où donc du coup, on n'avait pas forcément de représentation, de la famille, c'était vraiment pour pousser le fait que, bah, l'Italie a eu une période très compliquée là-dessus et donc fallait un petit peu tout démanteler et hem et souligner ainsi que les crimes organisés enfin, que les crimes qui sont organisés, ils se limitent pas à une seule communauté et à côté de ça, bien sûr, c'est ce que je disais, pour faire toujours les parallèles, c'est, le contexte historique et culturel. Parce que du coup, les films Le Parrain, ils sont ancrés dans un contexte historique et culturel spécifique. Ils représentent une période où la mafia italo-américaine est, une réalité dans certaines régions des États-Unis, Notamment New York. et notamment New York. Donc du coup, c'est en fait, moi je trouve que le film est vraiment très bien fait là-dessus parce que il reste dans des clichés, mais des clichés qui sont vrais. C'est pas des clichés que nous, on va s'imaginer, qu'on va, limite idolâtrer pour ceux qui aiment ce genre de choses sur la mafia et tout. Comme on peut par exemple avoir avec Peaky Blinders où même s'ils ont vraiment existé, on monte dans le système de caméra avec ces gros ralentis quand ils se mettent à marcher, des explosions derrière et tout. On l'a pas forcément dans ce genre de film. Parce que là, ils veulent vraiment montrer l'aspect, limite réel de la chose. Et donc du coup, ça donne des films qui sont vraiment assez complets là-dessus. Et même plus loin que ça, on avait eu le chef de l'association de la diaspora italienne qui était lui-même relié à la mafia, qui s'était plaint du film Le Parrain après s'être plaint du livre de Puzo et donc du coup, il disait comme quoi, le film vont conduire à magnifier la criminalité qui avait effectivement lieu à l'époque et il la connaissait mieux que personne, visiblement. Mais est-ce que c'était véritablement le cas? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont sortis de la séance en se disant: «OK, Vito Corleone, king quoi»? Alors en 72, je peux pas dire, j'étais pas né encore. Oui, je m'en doute, Mais mais je sais que par exemple, ils avaient fait des ciné rétro et bah, pour les 50 ans où j'avais vu le film et où il y avait des gens qui sortaient en disant: «C'est ultra immoral ce que je vais dire, mais bah, c'est génial». Ils disaient: c'est un c'est il y a l'un des mots qui m'avait un peu sonné aux oreilles, c'est le mec disait que c'était jouissif et je me suis dit: «On arrive à idolâtrer entre guillemets une famille qui est moralement horrible, mais on sait pas pourquoi on les aime». Parce que du coup, on veut s'attacher à ces personnages-là, ils sont très attachants parce que Coppola arrive à mettre en place un système où les dialogues vont être tellement bien amenés qu'on va s'attacher à tous les personnages, n'importe lequel, même le pire des personnages, on va quand même réussir à s'y attacher parce qu'il aura quand même une petite histoire dedans qui va faire que ça va être important de le suivre. Mais par contre, où je comprends sa critique là-dessus, mmh parce que alors moi j'ai pas lu le livre, mais j'avais regardé pas mal de choses là-dessus et apparemment le livre, ça m'aurait pas étonné que Puzo il soit, un mafieux, et qu'il ait écrit le livre comme ça. Parce Alors que lui non, vraiment mais il avait des problèmes avec la mafia, il leur exactement, devait de l'argent et il parce est que très violent le livre. parce que du coup ça
de ce que les gens expliquaient, ils disaient que ça sentait que c'était limite du vécu, en fait. Et quand il essaie de l'expliquer sur sa caméra, Coppola, quand il fait son film, il est obligé de montrer des images parce qu'il veut se démarquer des gens. Mmh. C'est une époque où on commence à vraiment développer le cinéma à 100% en 74. On va avoir Star Wars qui va sortir quelques années après, qui va être une œuvre majeure pour tout ce qui est science-fiction. Et là, c'est pour tous les films de gangsters. Donc du coup, c'est vraiment une époque où on se dit, bon, bah, on va essayer de renouveler et de rénover certaines choses. Et c'est très important. Et de créer du contenu. Donc du coup, je pense que il a eu une influence un peu, négative à sa sortie parce que quand les gens ont commencé à critiquer le film, ils se sont dit: «Mais c'est pas possible qu'on aime ce genre de choses» et la critique à l'époque est pas la même qu'on a maintenant parce que du coup maintenant on va analyser, les plans de caméra, les plans de colorimétrie, ce genre de choses. Alors qu'à l'époque, c'était pas le cas. À l'époque, on se base que sur l'histoire ou sur les jeux des acteurs. Donc du coup, quand on se base que sur l'histoire ou le jeu des acteurs, bon bah oui, l'histoire elle est pas terrible et Oui. faut pas montrer ce genre de choses. Donc c'est compliqué, mais c'est encore une fois des choses à remettre dans leur contexte. C'est que nous, on a une vision 50 ans après. En 50 ans, on a eu le temps d'avoir des différences, de comprendre certaines choses. Et donc du coup, bah, les gens qui sont sortis de ma séance, bah, je peux comprendre leur point de vue parce qu'ils savent qu'on en a tellement vu ce style de film que on arrive à faire ce décalage-là et à se dire: «Bon, bah, oui, c'est faux» et enfin ça existe, Mmh. mais c'est pas quelque chose qu'on accepte. Oui, parce que finalement, le cinéma, ce n'est pas ça, c'est de nous montrer des choses qu'on ne fera jamais et heureusement. Exactement. Et comme tu le disais, donc évidemment, effectivement, pardon, Puzo avait des problèmes avec la mafia puisqu'il leur devait énormément d'argent et le livre Le Parrain a été écrit pour résoudre ces problèmes d'argent. Pas de bol, au début, ça se vendait pas très bien. Donc, donc voilà, mais donc du coup, lui, effectivement, connaissait d'assez près la mafia, ce qui explique les nombreuses scènes de violence et de sexe qu'on peut y lire. Et puis Voilà. le film avait très mal marché à l'époque quand il était sorti parce que nous, de nos jours, on va voir des films qui marchent pas parce qu'on veut comprendre pourquoi les gens, Mmh. ont pas aimé les films. Donc, bah, par exemple, je peux donner un exemple d'un film d'horreur qui est sorti il y a pas longtemps qui s'appelle Imaginary. C'est un film d'horreur qui est une catastrophe absolue, c'est tous les plus gros clichés qu'on peut avoir dedans, c'est enfin vraiment horrible. Assez bien marché, entre guillemets, parce que, bah, les gens ont donné un aspect tellement négatif au film que du coup, bah, ils se sont pas dit: «On va aller le voir». Au détriment de d'autres films qui étaient sympathiques, mais qui du coup, bah, les gens vont pas le voir parce qu'ils vont se dire: «Bon, bah, s'il est bien, bon, Mmh. ça dépend quel style de film, genre Dune 2 qui pète tout, Petit mais instant voilà». pub pour Timothée Chalamet, Ah, visiblement. gros instant de pub, je veux absolument que tout le monde aille voir ce film, c'est une obligation formelle. Votre Mais présentatrice préférée ne l'a pas vu, hein. mais en fait, on aime ce genre de choses et à l'époque, par contre, c'était l'inverse. À l'époque, on donnait une critique négative au film et ben, les gens n'y allaient pas. C'était limite, interdit, on le boycottait, on le sortait. Alors, les systèmes de cinéma sont un peu différents de l'époque de maintenant, mais ça marchait quand même assez similairement. C'est-à-dire que quand un film marche pas la première semaine, on va drastiquement baisser les notes et en fait, c'est la première semaine la plus importante et la deuxième parce qu'en fait, la deuxième, on va voir si il va y avoir le même nombre d'impacts que sur la première et en fait, les pourcentages vont beaucoup jouer. Si je donne un exemple et je reparle de Dune, par exemple, mais Dune qui a super bien marché sur la première semaine, la deuxième semaine, il a fait plus 33. Donc c'est énorme, c'est vraiment ça a été des chiffres de fou, hem et donc du coup, bah, ils ont laissé le même nombre de séances. Par contre, à côté de ça, un autre film qui s'appelle 14 jours pour aller mieux, avait très bien marché pour ses avant-premières parce que, bah, il y avait Gasteuil qui se déplaçait, il y avait tous les acteurs, réalisateurs et cetera et donc du coup, ça a bien marché. Par contre, la deuxième semaine qui a été, plus compliquée, ça il y avait une chute de 58 je crois, quelque chose comme ça. Bah, là, ils ont drastiquement baissé, les salles, les horaires, il y a plein de cinémas qui le diffusent plus déjà, donc du coup, en fait, les 2 premières semaines sont le plus important et à cette époque-là, le film n'avait pas marché et il n'avait pas marché parce que les gens qui avaient été la première fois, bah, il y avait des personnes non critiques qui se disaient: «Mais c'est super intéressant, c'est on voit de nouvelles choses» et l'autre aspect qui disait: «Bah, non, on va absolument pas voir ce genre de film, c'est une très mauvaise influence sur la jeunesse, une très mauvaise influence sur ce genre de choses». Donc du coup, ils évitaient D'ailleurs, et finalement, c'était un succès magistral et c'est l'une des trilogies les plus regardées et les plus achetées, qui ait jamais d'autant existé. plus et sachant qu'en plus, je crois que c'était déjà mal parti parce que, Francis Ford Coppola voulait absolument Marlon Brando et heu, Al Pacino, mais sauf que personne pariait sur eux au début puisque, bah, Al Pacino, j'ai oublié pourquoi, mais Marlon Brando parce qu'il paraît que c'était quelqu'un de terrible Oui. sur les plateaux. Et Al Pacino, c'est parce qu'il n'était pas connu. Ah bah, voilà, voilà. Il était pas en fait, il commençait à être un type connu parce que c'était pas son premier film, il en avait quelques-uns avant, mais c'est pas le Al Pacino qu'on connaît maintenant Mmh. et qui donne, le meilleur enfin l'Oscar du meilleur, film, il y a 2 3 jours là, enfin il y a une semaine même maintenant, parce que, ben, il a développé une prestance assez énorme où, bah, après il a pu réaliser ses films, il a participé dans
95% de tous les films de Scorsese. Donc à partir de là, on est pas mal. Notre Mais petit c'est Michael a parce si qu'ils grandi. ils étaient pas assez connus à cette époque et on en avait plein comme ça. Titanic, ça avait été la même chose. Personne n'aurait pensé que DiCaprio, alors que c'était pas DiCaprio qui devait prendre le rôle, Mmh. allait avoir une influence aussi importante après, Après, Titanic, unpopular opinion, j'aime pas beaucoup, mais bon, c'est pas grave, c'est c'était pas le exceptionnel sujet. Titanic, mais Non, mais l'histoire, je la trouve pas ouf. Mais bon, revenons au Parrain. On va rester sur le courant des critiques et controverses qui entourent le film. Donc, est-ce que il y en a, enfin, on a parlé des critiques qu'il y avait autour du film, de ceux qu'il y avait autour de ces personnages qui représentaient la criminalité, mais est-ce que toi, tu en aurais eu à formuler si tu avais été présent à l'époque? Ou même maintenant, hein, finalement. bah, alors maintenant, c'était compliqué parce que alors moi, j'ai vu les films assez récemment. Je Mhm, les ai pas découverts comme à l'époque où, quand je commençais à développer ma grosse passion pour le cinéma, je rattrapais les très beaux classiques, mais c'était pas une trilogie qui m'attirait plus que ça. Et c'est un jour ma mère qui m'a dit: «Mais écoute, on reste un après-midi, on se regarde les 3 et du coup, on a regardé les 3 et ça avait été un coup complet parce que je m'attendais pas en fait à voir ça. Moi, je pensais que c'était un film où, ça allait être ennuyant, il allait pas y avoir grand-chose, on allait s'ennuyer et pas du tout parce que l'impact qu'il y a sur ce film, du coup, je l'ai compris sur d'autres films que j'ai eu après et par exemple, moi, à l'époque, quand j'avais vu Gang of New York, j'avais pas du tout aimé, donc c'est un film de Scorsese et mhm. ça parle aussi de mafia, et c'est assez important sauf que je l'avais pas aimé parce que je comprenais pas comment il avait pu être influencé, comment il avait pu être créé, c'était assez compliqué et quand j'ai vu Le Parrain après, je me suis dit: «Mais c'est une évidence, en fait». Et j'ai fini par aimer certains films grâce à cette trilogie-là. Et c'est surtout moi la bande son où j'en parlerai plus tard, mais Oui. moi qui m'avait en plus de regarder tous les films, j'écoute des soundtracks de films en permanence. Et celle-là, elle m'avait vraiment traumatisé et je l'avais adorée. En fait, je passais mon temps à l'écouter. Elle peut-être fait partie de mon top 3 de mes préférés et où vraiment je ne pouvais pas m'arrêter. C'était matin, midi, soir, je l'écoutais tout le temps. Je me prenais pour le parrain à l'époque et c'était un truc qui me faisait rire parce que c'était une espèce de running gag que j'avais avec ma mère où, je lâchais des tirades en permanence des films, et je passais mon temps à les citer et où, je me prenais pour le parrain de la famille, je m'asseyais au bout de la table, enfin vraiment c'était parce que ça me faisait rire et que c'était un personnage que j'aimais vraiment beaucoup. Ce qui me fait extrêmement rire, c'est que j'ai l'impression avec toutes les personnes que je parle qu'on s'est tous fait, on est tous rentrés dans le monde du Parrain grâce à Ah nos oui, non mères. mais oui, Franchement, vraiment. moi, c'est ma mère qui me l'a fait regarder en me disant: «Mais regarde, c'est incroyable et tout» C'est chelou et d'ailleurs, après hein. oui et après, j'ai fini par lâcher pendant une semaine: «Tu oses venir chez moi et me manquer de respect», voilà, Ah bah, la plus grosse citation voilà, du effectivement, film, mais que tout le monde comprend sans avoir vu le film, c'est fascinant. Mais du coup, est-ce que le Parrain porte un message moral ou éthique? Puisque, à part se tirer dessus et frapper les maris violents des autres, bon, on peut se poser la question, même si ça, c'est bon, c'est défendable, hein. en fait, il l'apporte, mais du coup, les questions, morales et éthiques, il y a beaucoup de messages qui sont assez importants à mettre dedans. On va par exemple parler des conséquences du pouvoir, parce que le pouvoir dans ce système de mafia, c'est quelque chose d'assez important et le film, il explore les conséquences du pouvoir et de la quête du pouvoir et il montre comment, la recherche de ce pouvoir peut corrompre les individus et les pousser à commettre des actes complètement immoraux et surtout ultra violents et en fait, si on arrive à avoir le recul là-dessus, on sait que, bah, c'est pas forcément quelque chose de très bon et c'est assez compliqué en fait à se le représenter parce que quand on regarde le film, en fait, Coppola, il fait tout pour ne pas forcément nous montrer. C'est-à-dire qu'on le voit alors surtout dans le premier. Dans les autres, on le voit nettement plus, mais dans le premier, on a vraiment ce côté où on va idolâtrer cette personne. Limite, c'est une personnification totale de du personnage et c'est assez important de le voir. Dans les autres points, il y a aussi, bah, la famille et les responsabilités parce que le thème central de ce film, c'est ce que je disais, tout à l'heure, c'était la famille et la responsabilité, envers celle-ci. Parce que les personnages sont confrontés à des dilemmes moraux liés à leur loyauté envers cette famille et à leurs, obligations familiales, souvent au détriment de leur propre moralité et on le sent avec le personnage de Michael, du coup, Oui. qui lui va vriller et va changer là-dessus. Mais où, bah, au départ, c'est on idolâtre cet homme, c'est le messie. C'est en fait, dans cette famille, ils pensent que tout le monde connaît Corleone parce que pour eux, c'est l'image emblématique. Il y a un passage d'ailleurs dans le film qui est énorme là-dessus, c'est qu'on le compare à Dieu et à Oui. cette époque, comparer quelqu'un à Dieu, c'est la chose la plus Surtout importante qui en existe. Italie. Parce que c'est limite une phrase, enfin, c'était une citation que j'avais lue dans un livre et où il parlait, du parrain là-dessus et où il disait: «Mais Corleone serait limite un dieu, sauf qu'à contrario de Dieu, Corleone, on le connaît et on l'a vu, pas Dieu». Et oui. Et je me suis dit: «Mais c'est fou quand même de dire ça». Ils arrivent à sur des personnages qui sont complètement immoraux, à le mettre dedans. Donc c'est vraiment assez important. Ce que Tout je trouve intéressant avec ce que tu as dit, c'est que tu disais qu'il y avait la notion de quête du pouvoir et les
les problèmes quand on a trop de pouvoir justement. Vraiment, Coppola en fait il a lu Machiavel, il a appliqué le truc, hein, il Ah s'est oui, dit: c'est «C'est italien, allez exactement ça. let's go!» Et puis Coppola, il aime ce cinéma qui va critiquer. Et Mmh. là-dessus, alors c'est pour ça que il voulait pas faire de trilogie à la base, il voulait juste faire un film sans plus. Et en fait, quand on lui a fait les propositions, il s'est dit: «Bon, bah, du coup, je vais détourner la chose et je vais le faire à ma façon». Et du coup, le 2, on sent que, bah, ça continue à être cette famille qu'on va suivre, mais qui va avoir des soucis juste immenses. Et alors le 3, c'est la consécration de tout, parce que le 3, il voulait vraiment pas le faire du tout et on le sent. Mais bon, j'en parlerai après. T'inquiète pas, Mais il y aura le voilà. moment. Et donc sur les autres points, il y a la moralité et la légitimité, parce que le film, il va, beaucoup explorer cette question de moralité et de légitimité dans un contexte de crime organisé. Parce que là, c'est vraiment c'est la bande organisée, complète. Donc du coup, les personnages, ils justifient souvent leurs actions, immorales, en les présentant comme nécessaires pour protéger leur famille et maintenir une position dans cette espèce de monde de mafia très bizarre. Mais tout est mis sous le coup du la famille ou la religion. Il y a jamais de entre 2. Quand ils font sur une des scènes de torture dans le film qui est assez compliquée, quand il en parle, il dit qu'il fait ça pour la famille. Il sait que c'est pas bien, il sait qu'il va pas ça va lui détruire son cerveau, mais c'est pour la famille. Il y a toute une identité éthique et des stéréotypes qui est mis en place dans le film. Et bien sûr, le dernier point, c'est, le questionnement moral, parce que le parrain, il invite les spectateurs à réfléchir aux choix moraux des personnages, et à leur propre compréhension de la moralité et de l'éthique. Il n'offre pas des réponses simples aux dilemmes moraux, présentés, mais laisse plutôt la place à l'interprétation et à la discussion, ce qui est le plus important. On va essayer de comprendre pourquoi ces personnages agissent comme ça, et on va pas tout leur donner sur un plateau d'argent en leur disant: «Bon, bah, voilà, ce qu'ils font, c'est pas très bien. Faites pas ça chez vous». Limite avec un trigger warning au début du film ou à la fin d'un film, comme Disney font en ce moment et qui me rend complètement fou. Mais où du coup, là, c'est vraiment le côté où à la fin du film, on s'en sort et on se dit: «Bon, bah, voilà, on est libre à la discussion, qu'est-ce que vous en avez pensé?» Et c'est pour ça qu'il avait été un peu, détesté à l'époque, parce que du coup, bah, les gens ne voulaient pas réfléchir par eux-mêmes, voulaient qu'on leur explique. Et l'un des exemples majeurs dans le cinéma, enfin au cinéma de tous les temps là-dessus, ça avait été la sortie de Fight Club à l'époque, qui avait été détruit parce que, bah, les gens ne comprenaient pas comment on pouvait, suivre un film aussi violent, avec une moralité où, bah, littéralement, ils explosent tout à la fin. C'est quand on a Where is my mind qui commence à se mettre et qu'on a tous les bâtiments qui explosent et tout, c'est pas très moral. Et même si le film, il soulève, bah, tout le monde du capitalisme, tout ce genre de choses, bah, faut pas arriver à des extrémités comme ça pour renverser. On a d'autres, moyens. Et à cette époque, il avait été détruit, alors que maintenant c'est un chef-d'œuvre absolu et il est dans, la majorité des top 10 des gens parce que le film est magistral. Mais on aime, bah, à l'époque, ils avaient du mal quand on leur expliquait pas forcément les choses à 100. Alors que du coup, maintenant, on a un côté où, on est plus ouvert à la discussion et à la critique et donc ça, c'est important. D'accord, bah, c'était très intéressant et donc du coup, je vais revenir à d'autres questions un petit peu plus, terre à terre. On disait plutôt que Le Parrain était considéré comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre cinématographiques et à ton avis, est-ce que c'est mérité? Non seulement c'est mérité, mais en plus, moi ça a été une des trilogies qui a fait que j'ai adoré analyser des films après. C'est-à-dire que moi je fais pas que critiquer, je fais aussi beaucoup d'analyse derrière. Et Le Parrain pour moi ça a été l'un des plus grosses influences là-dessus, parce que je te dis pas que le film est parfait. Il y Non. a Ouais. quelques défauts, sur le film, notamment sur le tout dernier, alors que les 2 autres sont des chefs-d'œuvre absolus, le débat ne pourra pas Pas de avoir débat autrement. visiblement. C'est des chefs-d'œuvre. Mais en fait, moi, c'est tous les systèmes, par exemple, si on parle que de la réalisation artistique, le film, il est réalisé à un niveau de compétence artistique que Coppola a mis en place qui est énorme, parce que faut encore penser qu'on c'est à l'époque. On est sur la sortie du film dans les années 70. On n'a pas les mêmes technologies qu'on a maintenant, avec un Nolan qui s'amuse à prendre sa très grosse caméra IMAX, à demander à un giga guerrier viking de la porter sur son épaule et de faire un film de 3 heures, sur la bombe atomique. Christopher, balle perdue, Voilà, bonjour. et Christopher Nolan est l'un de mes réalisateurs préférés de tous les temps, mais c'est juste que maintenant, on a une différence tellement énorme que la technologie suit. Et à l'époque, on l'avait pas cette technologie-là. Elle commençait à être mise en place, mais elle n'était pas aussi importante. Et donc du coup, dans toute sa direction, dans ses montages, son utilisation de la lumière surtout, et bien entendu de la musique, le film, il nous plonge dans un atmosphère immersif et tellement captivant que pour moi, c'est rien que ça, c'est un chef-d'œuvre absolu. Après, pour le scénario, alors c'est compliqué de parler de scénario quand on parle d'une adaptation du coup, parce Oui. que comment on fait un scénario par rapport à une adaptation? Hem, Là où c'est intéressant, c'est que du coup, Puzo, il a coécrit le script pour le premier avec Coppola. Donc du coup, même s'il avait son nez dedans,
Ça peut être compliqué, je vais donner un exemple majeur là-dessus, mais je suis un attardé d'Harry Potter. J.K. Rowling, qui est l'une de mes autrices préférées, pas la femme, mais l'autrice, parce que pour la femme, il y a des trucs un peu compliqués à dire, mais voilà. Mais quand elle fait et qu'elle écrit les scénarios pour les Éléments Fantastiques, elle est pas écrivaine pour du scénario, elle est écrivaine, point barre. Et elle ne sait pas écrire de scénario. Donc c'est très compliqué en fait de changer parce que c'est pas la même chose. Et là pour le coup, Puzo, il a été assez intéressant dans la rédaction, c'est parce qu'il a laissé Coppola faire un petit peu ce qu'il veut. Et du coup, il est juste venu derrière en disant bon bah moi je l'aurais plus vu comme ça, est-ce qu'on peut le modifier? Et c'était plus des systèmes d'échange que de deux personnes qui vont se retrouver autour d'une table à écrire, à se foutre sur la gueule parce qu'ils sont pas d'accord. Non, là ils avaient besoin d'en discuter. Donc c'était assez intéressant. L'intrigue est vraiment très bien construite avec beaucoup d'arcs narratifs. Et quand un film dure 2h48, et je sais de quoi je parle, il faut qu'il y ait source derrière parce que sinon on s'ennuie très rapidement. Et surtout à cette époque parce qu'on n'a pas forcément l'habitude des films aussi longs. C'est-à-dire que nous, de nos jours, on commence à gueuler entre guillemets un petit peu parce que les films dépassent 1h40 et qu'on trouve que c'est trop long. Mais il faut se remettre dans le contexte que, bah, on a des très bonnes salles, on a, tous des effets sonores qui sont exceptionnels, on a une technologie qui peut être différente suivant, bah, si on va le voir en IMAX, en Dolby, en et donc du coup, on se plaint beaucoup pour pas grand-chose parce que la majeure partie des gros films qui sont aussi longs, bah, ça peut être des très bons films. On peut avoir un Scorsese qui va faire 3h15 où il va nous parler d'une tribu, américo-indienne et on va devoir suivre ça sur un livre qui fait une 200 pages à peu près. Donc vraiment, genre, c'est rien. Un Nolan qui va nous faire un film de 3h15 sur un mec qui a créé la bombe atomique et qui a fait 900 millions au box-office, qui est énorme. Alors après, il y a le nom derrière, mais bon, on le sait. Ah, le film était bien, hein, Et le faut film est mais exceptionnel. Et on a un James Cameron, même si je déteste Avatar et que je détruirai le Avatar 2 vraiment. toute ma vie, mais qui arrive quand même à bah, avoir trois de ses films dans le top 5, avec des films qui durent 2h48, 3h15 et 2h50. Voilà, Pas mérité c'est pour Titanic, je déjà maintiens. rien qu'à partir de là, le mec est fort. Donc du coup, la durée à cette époque, bah, on n'avait pas les mêmes salles, c'était plus compliqué et il faut réussir à tenir des gens en haleine pendant 2h48. Ce qu'il a réussi à faire, mais brillamment. Ensuite, bien sûr, on va parler de l'interprétation parce que bon, les performances des acteurs, autant Marlon Brando, que, Al Pacino dans son rôle de Michael, bon, bah, le casting est fou et en fait, là où il est très bon, c'est que, leur interprétation, elle est captivante et elle apporte une profondeur émotionnelle et un équilibre au personnage qui est dingue. Parce que quand on voit, par exemple, Marlon Brando, quand il joue, Vito, en fait, on s'attend pas à ce qu'on le voie comme ça. Parce que c'est pas une image qu'on pourrait avoir de ce personnage-là. Autant Al Pacino, il commençait à être un petit peu connu, mais c'était très léger. Donc du coup, on pouvait un petit peu le manier comme on voulait. Autant, c'était pas pareil pour Brando. Donc du coup, il a fallu que le choix artistique derrière soit aussi impactant que l'est le scénario et la réalisation. Parce que Coppola, lui, par contre, était déjà assez connu et il fallait qu'il se développe et qu'il montre autre chose. Toute l'exploration des thèmes universels qui sont, pour moi, un élément très important. Parce que le parrain, il aborde des thèmes universels avec le pouvoir, la famille, la loyauté, la corruption, la moralité, donc tout ce qu'on a parlé avant. Et ces thèmes, ils résonnent, avec le public et ils ajoutent une dimension de réflexion intellectuelle au film. Et c'est quelque chose de très important parce que moi, je suis quelqu'un qui, quand je vais voir un film, s'il y a pas de scénario, c'est pour ça que j'ai détesté Avatar 2, va Vraiment. m'ennuyer très profondément. Et bah, c'est content, hein, on voit des petits bonhommes tout bleus, patauger dans l'eau, Bah, le problème, pendant 3h15, mais il y a rien derrière. c'est la même histoire que le un, je Et suis c'est exactement la désolée. même chose. Donc du coup, c'est compliqué. Et moi, même si le film peut durer genre 40 minutes, s'il y a un scénario derrière et que le scénario m'a plu, et ben c'est ça qui va faire que je vais l'adorer. Et donc pour moi, c'était important et surtout après, c'est l'impact culturel qu'il a eu sur le reste. C'est-à-dire que quand on parle d'un film ch alors la définition de chef-d'œuvre est très compliquée parce que personne n'a la même définition. On peut avoir des définitions classiques, on va sortir d'un Larousse ou de quelque chose, mais tout le monde va avoir son interprétation propre elle-même parce que pour certains cinéphiles, les chefs-d'œuvre, ça va être des films qui vont devoir durer dans le temps et on va se dire: «Bah tiens, ce film est un chef-d'œuvre» parce que même encore de nos jours, on va en parler et il aura toujours une impact de nos jours. Alors qu'on pourrait avoir, moi, par exemple, un des films que j'aime le plus au monde, c'est Inception et qui est mon film de cœur et celui que j'idolâtre absolument. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Par contre, pour beaucoup, ça l'est pas parce qu'il n'a pas eu forcément d'impact derrière sur d'autres films, comme l'aurait pu avoir, par exemple, Interstellar sur tous les films qu'on a eu sur, et ben, l'espace, ce vide et cetera. Donc c'est très différent et là, pour le coup, lui, il en a eu parce que lui, tous les films qu'on a eu sur la mafia après, et ben, l'exemple phare qu'on donnait, limite, on n'appelait pas ça les films de mafieux, mais on appelait ça les films inspirés du Parrain.
Et on a eu beaucoup de choses comme ça. Donc, on a eu même de la musique, on a eu, un rappeur qui est incroyable là-dessus, qui s'appelle SCH, il a eu une énorme, influence là-dessus. Et quand il a fait C'est Julius, bon, bah, il y a une grosse inspiration là-dessus. Et j'avais fait une liste, mais j'arrive plus à la retrouver, de toutes les inspirations qu'il y avait eu dans divers, endroits. Mais, si par exemple je peux reprendre, sur la littérature, Le Parrain, il va avoir beaucoup d'influence sur des romans et des récits. Pour l'art visuel, ça va être la même chose. On va voir des plans et certains plans, on va se dire: «Mais en fait, ça peut être tiré aussi du Parrain». Il y a un exemple qui est incroyable là-dessus, c'est, une sorte de parodie, mais c'est plus un clin d'œil. Quand on regarde Zootopia, Mmh. et dans Ah Zootopia, oui, il y a un des personnages qui est le parrain et c'est le même. Il a les mêmes façons de parler, il sort la même réplique culte la de petite fleur rouge. Brando avec sa petite fleur rouge, avec, le fait qu'il faut lui faire le bisou sur sa bague, quand on le Oui. voit, enfin et c'est super intéressant là-dessus. Effectivement, donc tout à l'heure, tu parlais de musique, on en arrive à mon avant-dernière question, parce que qui n'a jamais entendu la traditionnelle musique du parrain? Je ne vais pas vous faire, l'offense de la jouer. Pour rendre à César ce qui appartient à César, les musiques de la saga nous proviennent de Nino Rota. Donc, à ton avis, est-ce que la bande son a contribué à la grandeur du film? C'est l'une des meilleures bandes son de tous les temps, Je donc je suis suis pas d'accord. très objectif là-dessus, mais en fait, quand il l'a créé, hem, c'est compliqué parce qu'il y a des compositeurs, par exemple, qui ne veulent absolument pas voir le film avant, qui veulent faire leur, musique et ensuite, essayer de l'adapter dedans. On a un exemple magistral là-dessus, c'est, Hans Zimmer. Quand il faisait beaucoup de musique et certaines musiques de l'époque, il ne voulait absolument pas avoir vu le film avant. Il voulait faire sa petite composition de son côté et après il l'a balancé. Dont Pirates des Caraïbes 3 et avec l'une des meilleures musiques de tous les temps, avec le At Winds End qui est magnifique et super belle, mais il avait pas d'image derrière. C'était tout qui venait de lui-même, alors qu'il y en a d'autres qui sont incapables de ne pas voir quelque chose en face d'eux et qui vont sortir la musique là-dessus. L'un des meilleurs compositeurs de tous les temps, c'est John Williams. John Williams, il lui faut un aspect visuel. Et quand il fait la musique de La Liste de Schindler, et ben en fait, c'est parce qu'il a vu cette petite fille rouge et que cette musique l'a inspiré par rapport à ça. Et bah là, on a un monsieur qui a fait les 2. Bon, C'est-à-dire bah, voilà. que, quand il y avait certaines scènes, dont le thème majeur du film, il a dit: «Bah, je veux rien voir et je veux absolument la faire de mon côté». Par contre, toutes les autres musiques du film, et ben, il a dû voir le film 5-6 fois sans son. Alors 5-6 fois, 2h48 de film, Samson, sans son, sans la belle voix de Marlon Brando, je sais pas, je suis pas sûre. c'est long, c'est très long et donc du coup, il le regardait et c'est comme ça qu'il y a eu d'autres thèmes, parce qu'on connaît le thème majeur du film, mais il y en a eu d'autres qui se sont mis en place et j'ai fait quelques petits points là-dessus pour, expliquer cette espèce d'expérience qu'on a, cette expérience cinématographique qu'on a par rapport au son et la création de l'ambiance et de l'émotion qu'elle apporte. C'est que quand la musique, elle a été mise, l'atmosphère, il est très envoûtant et quand on parle d'un film, où, bah, c'est de la mafia et tout, on pense pas forcément à tout un système envoûtant qu'on peut avoir derrière et quand il l'a faite et qu'il l'a mise en place, c'est toute l'émotion et tout ce qu'elle en dégage parce qu'en fait, on va suivre cette famille et qu'on va aimer suivre cette famille et que le moindre drame qui va se passer par rapport à cette famille, bah, c'est limite notre famille à nous qui est touchée, donc du coup, on se sent pas si bien que ça et c'est pour ça que la musique est super importante dedans. Bien sûr, ça renforce le thème du film parce que, bah, on peut pas ne pas l'associer là-dessus et c'est pas possible. Alors surtout l'identification de tous les personnages. C'est-à-dire que chaque personnage, si on écoute juste la bande son parce que oui, je suis un attardé et que je lis aussi les titres des musiques, voilà, Non, parce que pour bah, moi c'est très important. Et il y a des bandes son où c'est juste le nom du personnage. mmh. Et donc du coup, on aura bah, Michael, on aura Vito, on aura et à chaque fois qu'on les écoute, on sait que c'est eux. Et on va les associer à eux. Donc du coup, quand on entend la musique, et ben, on verra la tête de ce genre de personnage-là. Moi, c'est par exemple sur mon exemple majeur, l'une de mes BO préférées de tous les temps, c'est La La Land et donc c'est important et puis, bah, la mémoire culturelle qu'il y aura derrière, parce que c'est devenu une partie intégrante de toute la mémoire culturelle collective et les thèmes musicaux qui sont souvent cités et référencés dans d'autres œuvres médiatiques, c'est ce qui témoigne de leur impact durable sur la culture populaire du film. Donc c'est la bande son, bien entendu, est l'une des bandes son les plus importantes qui ait existé de l'histoire du cinéma et qui va influencer sur beaucoup de choses après. On aura même des chanteurs qui vont reprendre ce thème en fond et qui vont rajouter des paroles par-dessus pour raconter des histoires. Ah d'accord, intéressant ça, je savais pas. Donc, enfin, on en arrive à ma dernière question, qui, finalement n'est pas une question vu tout ce dont on a parlé tout à l'heure. As-tu aimé le film? Étonnant. Alors, le 1, la première fois que je l'ai vu, j'avais pas aimé du tout.
Et je voulais pas les regarder après, parce que je m'étais un alors je m'étais c'est pas que je m'étais ennuyé, c'est que j'avais vu beaucoup d'autres représentations de mafia et en fait, j'arrivais pas et j'étais très jeune aussi, mais j'arrivais pas enfin très jeune. Je les ai découverts récemment, mais j'avais pas encore cet amour à 100 pour le cinéma. Mais par contre, je commençais à regarder, bah, certaines séries, qui en parlaient, des Sopranos notamment et en fait, pour moi, c'était un copier-coller de l'époque. Donc du coup, il y a le regard où, bah, c'est vieux et on le ressent, même avec les versions restaurées de nos jours qui d'ailleurs magnifiques, on le ressent quand même que c'est assez vieux. Donc c'était un petit peu plus compliqué et moi, c'est surtout l'époque où j'étais pas encore plongé à 100 dans la VO. Et Ah, alors, je alors oui, en vais VF, passer pour c'est un très gros, hérétique là-dessus, mais je déteste les VF. mais Tout ce tout. qui tourne autour de la VF, je limite ferai du boycott là-dessus parce que je ne comprends pas comment on peut modifier la voix de quelqu'un qui, pour moi, fait partie intégrante du jeu d'acteur de la personne. Et on ressent pas les mêmes émotions quand on entend la voix de quelqu'un qui joue en même temps que l'inverse. Il y a une scène ultra culte dans un film et j'ai un peu oublié le nom du film, mais où il se met à pleurer, le personnage principal, en disant qu'il a abandonné son fils et à moi, il se met à hurler: «I abandoned my son, I abandoned my child» et en anglais et ben, on en fait, on entend les larmes en fond, on entend Mmh. alors que quand c'est redoublé par-dessus et ben, on sait que ça a été fait dans un studio, qu'il y a pas de bruit autour, qu'il y a pas cette espèce d'ambiance qu'on aura et alors le pire de tout, c'est les comédies, qui sont mis en place. Quand on entend La La Land, mais quand je le regarde en français, j'ai envie de me percer les oreilles parce que du coup, bah, ça va être sur la scène, on va avoir les barres de son qui vont être mis sur les plateaux et donc du coup, on va entendre ce son un peu distant. C'est Mmh. pour ça qu'il y a des gens qui comprennent pas comment ça peut être aussi différent. C'est que la voix, elle est enregistrée tout de suite. On n'a pas une autre voix qui va être re-enregistrée par-dessus, qui va être différente et donc du coup, la première fois que je l'ai vu, c'était en VF. Donc j'avais Oui. vraiment pas aimé, je trouvais que les voix passaient pas du tout et c'est les en plus les VF de l'époque, donc on sent que c'est des VF, assez compliqués et plus tard, quelques années après, je les ai revus en VO et là, par contre, ça a été, absolu et là, ça a été un impact fou et donc du coup, le un moi, ça a été surtout le côté, huis clos, tous les am l'ambiance qu'il y a derrière, toute cette lumière et surtout, bah, on nous met en place cette famille. Même s'ils savaient pas qu'il allait faire une trilogie, on nous met quand même en place cette famille, on nous explique tous les penchants qu'il y a derrière, le scénario est brillamment écrit et en fait, on s'ennuie pas une fraction de seconde et à partir du moment où je ne regarde pas ma montre et où, j'ai passé 2h48 à vraiment suivre le film d'une traite, pour moi, c'est qu'il est vraiment très bon et que, j'ai pas de souci là-dessus. Le deuxième qui, pour beaucoup de gens est considéré comme mieux que le premier. Je préfère le premier, mais j'adore le Vraiment le deuxième qui est premier, je vraiment maintiens. incroyable. Mais parce qu'en fait, à la fin du premier, il se passe un truc qui m'a tellement traumatisé Oui. et du coup, j'adore regarder cette fin, en boucle et à me dire: «Mais en fait, Game of Thrones a été inspiré par ça?» parce qu'on te détruit ton personnage principal dans C'est le ça. 1er truc et je me dis: «C'est pas possible». J'ai pas vu Donc Game of Thrones, mais franchement, moi, j'ai mis énormément de temps à regarder les 2 derniers parce que le premier m'a brisé le cœur, ah en bah, vrai. Game of Thrones, faut pas s'attacher au personnage, voilà, c'est tout. Allez, C'est super. à partir de là, tu ne t'attaches pas au personnage. Et du coup, ça a été, le même système d'influence et j'avais vraiment aimé. En fait, le 2 c'est plus ouvert. C'est-à-dire qu'on va suivre plus de choses. Il dure 3h15 donc il y a encore plus de temps pour pouvoir en discuter et on va vraiment se balader où, on va pas rester que dans un endroit fixe. On va suivre plusieurs histoires de plusieurs autres familles que la Corleone et c'est assez important et puis surtout, c'est un préquel donc du coup, on va revenir sur comment cette famille Corleone a existé et ce que je trouvais vraiment super intéressant et il y a le 3. Le 3, voilà, Ah! que dire? Et le 3 aurait mieux fait de rester au placard et de ne jamais sortir parce que je pense que c'est ce qui a détruit la carrière de Coppola et Francis, fallait pas faire le 3, qui fallait a pas fait céder qu'il à fallait l'argent. exactement, qui a fait qu'il fallait absolument pas le faire parce que à la base, il voulait pas le faire. Il porte même pas le nom du Parrain 3, c'est-à-dire que, quand ils l'ont sorti, c'était, Parrain, 1 Mmh. avec les chiffres romains, Parrain 2 avec les chiffres romains et quand ils ont sorti le 3, le nom qu'ils ont donné au départ, c'est Coda. Parce qu'ils voulaient absolument pas le faire. Donc il s'appelle Parrain, 2 points, quota. Et après, il y a un gros listing. Sauf que du coup, ils se sont dit, bon, on va quand même le mettre dans le système de trilogie. Coppola a dit non. Et puis il a fait si, puis il a dit non. Et puis quand il est mort, et bah ils l'ont changé. Parce que bah, l'argent. Et puis ça Voilà, marche mieux de mettre le nom d'une trilogie là-dessus. Donc du coup, ils ont quand même gardé le nom. Et du coup, le film s'appelle Parrain, 2 points, Coppola, Coda. Coda, Mmh. A Suite of Parrain 3. Et du coup, nom ultra long et film pas intéressant du tout. Mais sur tous les points. Tout ce qu'il avait abordé avant, tout ce qu'il avait mis en place avant et ben, on a l'impression qu'il voulait tellement pas faire son film, qu'il s'est dit: «Bah, je vais tout dégager, je vais tout bazarder
Et il y en a, ça marche. Par exemple, moi, j'ai adoré le quatrième Thor et pour moi, il est vraiment incroyable. Parce que Taika Waititi, et ben, on lui a dit: «Tu pas carte blanche», alors qu'il a vu pour Ragnarok. Il a fait: «Bah, si je le veux, sinon, bah, je vous fais un film complètement catastrophique». Ils ont dit: «Bah, OK, mais non». Et bah, il a quand même fait son film et ça a été l'un des films les plus controversés du Marvel, et lui, c'est pareil, c'est soit les gens ont adoré, soit les gens ont détesté. Il y a pas forcément d'entre deux. J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui l'aient Il y a adoré pas beaucoup de d'ailleurs, gens qui l'ont hein, aimé. C'est pour le coup, c'est assez compliqué pour trouver des gens qui l'ont aimé et en fait, quand on essaie de leur demander pourquoi, en fait, ils expliquent juste qu'ils voulaient revoir cette famille et du coup, bah, le fait de juste la revoir, ça les a impactés. Alors après, encore une fois, c'est ce que je dis, les gens aiment, tant mieux pour eux. Moi, Mmh. par exemple, je déteste Avatar. Si des gens ont passé un très bon moment devant, bah, ils se sont fait chier pendant 3h15, mais ils ont pu voir un Ils ont truc, aimé. voilà, ils ont aimé, c'est leur truc. Mais par contre, il est pas au même niveau du tout et on le ressent, même au système de lumière qui met plus du tout en place parce qu'on a vraiment l'impression qu'il veut bazarder la chose le plus vite possible. Pourtant il est long aussi, hein, il dure 2h50, donc faut les tenir les 2h50, mais même ça, bah, là on sent la longueur quoi. Au bout de 30 minutes, on avait envie d'enlever et sans mentir, je pense qu'il y a au moins 1h40 de film qui peut être enlevé. Parce qu'il y a au moins 1h40 de film qui est pas utile du tout au scénario. Mais finalement, c'est 1h40 pour voir les Corleone, parce Donc que tout le film, c'est bah, ça, c'est hein, ça et c'est 1h40 que pour voir les Corleone et en fait, on l'a déjà eu dans le un mais en tellement mieux amené parce que, bah, Mmh, là, il était libre de faire ce qu'il voulait. mmh. Alors que dans le 3 il a eu la pression des producteurs qui étaient derrière qui disaient: «Bah, faut qu'on le sorte vite, hein, faut qu'on le sorte vite, hein», Mmh, parce que, bah, entre le 1 et le 2 il y avait eu 2 ans, c'était 74 et 76 mmh. et par contre l'autre, c'est 90. Donc on a eu le temps de miroiter, de mijoter. Lui, il a eu le temps de faire un autre film entre temps, Oui, voilà. donc il voulait plus revenir dans ces systèmes-là. Pour lui, il avait clos. C'était 2 films et c'est à partir de là, d'ailleurs, qu'on a commencé à tout le temps vouloir mettre des trilogies partout. C'est-à-dire que dès qu'on faisait un film et que le film avait bien marché, on voulait instaurer ce système de trilogie-là. Il y a eu les Ghostbusters, il y a eu Jurassic Park, il y a eu, bah, Le Seigneur des Anneaux qui est venu alors bien des années après, hein, mais Le Seigneur des Anneaux, il y a eu, bah, Spider-Man de Sam Raimi, on a eu, hem, bah, beaucoup de choses et même pour parler de Star Wars a été la même chose parce que Star Wars c'était une trilogie à la base Mmh. et à chaque fois qu'ils ont fait une autre, d'autres films, il fallait toujours que ce soit souvenir de trilogie. Même sur le code dans une saga et bah, il y avait le 4, 5, 6, puis le 1, 2, 3, puis le 7, 8, 9 et après ils font des préquels pour expliquer des histoires, mais il fallait toujours que ce soit 3 par 3. Mais tu vois, c'est ça que je trouve dommage avec Le Parrain, c'est qu'en soi, 3 c'est la trinité, c'est la religion, ça aurait bien collé en soi avec l'histoire, avec, le côté religion et tout ça, entre moralité et Mmh. religion, des Corleone. Mais bon, le réalisateur veut pas, faut laisser tomber, enfin. Puis ils voulaient pas parce que, bah, ils voulaient juste adapter le livre à la base et en fait le Oui, livre, il y avait pas intérêt à l'adapter en 3. Voilà, c'est déjà, l'un des plus pour gros tirer exemples là-dessus, c'était, Les Hobbits. Bon, bah, voilà, un livre qui fait 200 pages, tu peux pas faire 3 films avec un qui dure 2h40 en version longue, un qui dure 3 heures en version longue et l'autre qui dure 2h18. C'est pas possible et puis les systèmes d'adaptation, c'est quelque chose de tellement compliqué, c'est qu'on peut aussi aimer parce qu'on n'aime pas le livre original. mmh, Par exemple, j'adore Stephen King, je suis un passionné de mmh. Stephen King. Pour moi, ça, le film qu'on a eu récemment, les Oui, remakes, sont vraiment nettement mieux. Alors que le livre instaure une base assez importante. Je parle que du premier, je parle pas du oui. deuxième. Mais si on parle que du premier, en fait, il est tellement bien adapté et tellement raccord avec son Mmh. adaptation que du coup, on le retranscrit mieux et on le comprend mieux que le téléfilm de l'époque où, bah, en fait, les gens pensaient que c'était un clown méchant, alors que c'est pas le cas. On aille soit regarder Le Parrain ou un film d'horreur. Je te remercie pour tes réponses et tes éclairages et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve lundi pour de toutes nouvelles histoires et en attendant, n'oubliez pas de cocher vos to-do list. Bisous!